Bon, Marco, on vient d'avoir une élection auquel on ne s'attendait pas, les résultats. Je dirais presque que le péronisme est un miracle permanent. Est-ce que tu peux nous faire rapidement un tour d'horizon de ce qui s'est passé hier? Bien, pour commencer, effectivement, il y a eu une surprise. Pas par rapport au fait qu'il y ait un deuxième tour entre Sergio Massa du péronisme et Javier Milei, sinon par rapport au fait que le premier a été Sergio Massa avec à peu près 36%, à 6 points de différence de Milei, ce qui fait une grande distance. Je pense que c'est ça qui a causé la surprise. Ce qui veut dire que le péronisme a réussi à avoir 3 millions à peu près de votes en plus que par rapport au mois d'août. Et alors que Javier Milei a seulement réussi à en avoir 700 000 en plus, ce dont on pourrait parler ce qu'on appelle en espagnol en tout cas, un toit politique ou une limite de croissance. Un plafond de verre. Un plafond de verre ou un matériel qui commence à devenir de plus en plus visible. Et Patricia Bullrich, qui avait peu de chance, mais qui avait comme un espoir de pouvoir faire un bon résultat, a même perdu des votes par rapport au mois d'août. Donc il y a plusieurs explications. Je pense que par rapport à pourquoi le péronisme a gagné, je pense que ce qu'on appelle comme l'appareil, la machinerie ou le dispositif de pouvoir du péronisme a mis tout ce qu'il avait en sa capacité pour aller chercher le vote. Parce que c'était une élection présidentielle, parce qu'il y avait aussi des députations et des places au Sénat qui se jouaient, et parce qu'il y avait un effet de peur par rapport à ce que pourrait représenter une victoire de Milei. Après, il y a eu dans toute une partie de la société effectivement un réflexe, je pense, par rapport à ce que représenterait une victoire de Milei. Et après, certaines mesures économiques de Massa, qui dans un scénario assez critique d'inflation et de perte de valeur du peso, a réussi à au moins montrer une initiative politique et certaines mesures qui ont eu quelques effets positifs. Alors, il y a un plafond de verre, effectivement. À quoi il est dû, le plafond de verre de Milei? Les gens ont eu un peu peur, non? Peut-être de voter pour quelqu'un d'aussi radical, en tout cas dans les mots. Ça dépend de quel côté on le regarde. Je pense que finalement, Milei a essayé quelque chose il faut attendre le deuxième tour, voir qu'est-ce qui se passera le 19 novembre, mais ce qu'il a en aucun moment fait pendant toutes ces semaines, c'est d'essayer d'arrondir certains angles, de construire certains ponts, d'aller chercher des secteurs sociaux qui sont peut-être pas prêts à être en faveur d'idées aussi radicales comme de découper, de diminuer le budget en tout, en éducation, en santé, de privatiser, d'avoir des propositions aussi pour une société comme celle-là, peut-être folle, comme de vendre ses propres organes vitaux, etc. Et donc il a continué toujours dans une radicalité qui évidemment, ça ne lui permet pas de construire plus au-delà d'un 30%. Et je pense que c'est un peu là comme maintenant la conclusion par rapport à son hypothèse. Si son hypothèse c'était la possibilité de pouvoir grandir avec ce type d'idées politiques, évidemment il est arrivé à un plafond. Et je pense que c'est aussi une bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'il y a un petit tiers de la population qui vote, qui l'accompagne pour plusieurs raisons, mais qu'après c'est difficile de construire une majorité avec ça. Alors, on votait hier aussi pour l'Assemblée nationale et le Sénat. Pour l'Assemblée nationale, les chiffres, rapidement pour l'instant, les péronistes ont 42% des députés, en comptant tous les députés, non? Ceux pour qui on votait, ceux qui restent en place. Juntos por el Cambio, la droite traditionnelle, a 36% des députés, et alors les partisans de Milei n'ont que 14% des députés. Donc, première question, celui qui va arriver président le 19 novembre, va-t-il pouvoir gouverner? Bon, déjà, le fait d'avoir 14% pour le parti de Milei, je crois que ça fait à peu près 38 députés. Ça fait passer je crois que s'ils en avaient 3 ou 4, après 38, ça fait un bon score. Après, tout dépendra parce que maintenant, la grande question, c'est que va se passer avec l'espace politique qui avait comme candidate à Patricia Bullrich, parce que c'est un espace qui maintenant va sûrement se fracturer.
Pour la raison très simple qu'il y a un secteur qui va partir avec Milei, sûrement la même Bullrich, et un secteur qui va partir avec Sergio Massa. Ce qui veut dire que sûrement à l'intérieur de l'Assemblée nationale, il y aura des nouvelles divisions à l'intérieur de l'actuelle géographie. Donc la quantité de députés et de sénateurs de Massa ne va pas changer, mais cet espace qu'a réussi à avoir Juntos por el Cambio, sûrement une partie va partir avec le péronisme. C'est ce que j'imagine par rapport à comment va être la dynamique. Donc si Milei, par hasard, réussit à être président, par hasard non, grâce à sa campagne politique, il arrive à être président, il faudra voir qu'est-ce qui se passe, quel type d'arithmétique il arrive à faire là-dedans. Et par contre, si Massa arrive à gagner la présidence, je pense qu'il aura une bonne condition pour faire des grands accords. Je pense que maintenant, la grande carte de Massa, c'est justement de construire beaucoup d'accords et d'ouvrir le plus possible le spectre politique, chose qu'il le dit. Massa, dans un sens, il est très clair, il dit qu'il va faire un gouvernement d'unité nationale et que finalement, même lui, il a mis un décès à ce gouvernement. Non, il a dit ce gouvernement, il est fini, il n'a plus de futur, on va faire un nouveau gouvernement et on va appeler des secteurs qui font partie de l'actuelle opposition. Et bien alors justement, ça va pour le gouvernement si jamais Massa gagne au deuxième tour. Alors c'est assez bien parti si on t'écoute, non, et si on comprend qu'évidemment les 24% qu'a fait Bullrich ne vont pas tous aller à Milei. 30 plus 24 en politique ne fait pas 54. En revanche, qu'en est-il du péronisme? Parce que on a vu effectivement que Massa pourrait, en cas de victoire en tout cas, réorienter le péronisme sur des bases plus incluantes, centristes, peut-être qu'on pourrait dire ça. Mais en tout cas, ça va être aussi difficile de marginaliser les anciens secteurs hégémoniques du péronisme, puisqu'on a vu que avec la grosse victoire d'Axel Kicillof dans la province de Buenos Aires, il reste un secteur kirchneriste très fort et qui a apporté beaucoup à l'élection d'hier en termes de voix. Pour l'instant, je pense que toutes les parties sont intéressées en ce que l'alliance qui s'est construite continue. Je pense qu'il y a des bonnes relations qui sont construites et qui sans vouloir pécher d'innocence, ont réussi à fermer des divisions qu'il y avait eu auparavant. Maintenant, ça c'est comme le point de départ, non? Effectivement, le kirchnerisme a eu un bon résultat, surtout en la province de Buenos Aires. Il faudra voir comment Massa construit son gouvernement d'unité nationale, où il y aura sûrement des personnages qui vont être difficiles à digérer pour beaucoup. Et après, quel est son programme, son projet, vers où il veut avancer? Je pense que c'est là finalement où il va y avoir ou pas des tensions ou des désaccords ou non. Et je pense que là, Massa c'est comme un homme très pragmatique. Et je pense que si je prends par exemple un point que j'ai particulièrement suivi parce que ça m'intéresse, qui est la politique extérieure, si on part de ce que dit son prochain Canciller, ministre des Affaires étrangères, ça va être un espèce de pragmatisme nationaliste, c'est-à-dire une politique extérieure qui va être centrée à la recherche de ce que l'Argentine a besoin d'urgence, c'est-à-dire des dollars pour payer une dette qui est impayable. Et je pense que là, il va avoir recours à tout ce que permet l'actuelle situation géopolitique, c'est-à-dire aller parler avec la Chine, aller parler avec l'Inde, aller parler avec le Qatar, avoir toujours des très bonnes relations avec les États-Unis, parce que moi, ça a toujours eu des très bonnes relations avec les États-Unis, et à la fois soutenir une alliance stratégique avec le Brésil de Lula. Je pense qu'il faut aller le voir dans ce sens-là. Je pense qu'il ne faut pas désidéologiser, parce que finalement, c'est un exercice un peu impossible, mais si penser dans un scénario de politique extérieure très pragmatique, parce que je pense que Massa a vraiment pas comme on dit en espagnol, un chèque en blanc, je ne sais pas si c'est dit comme ça. Et je pense qu'il va gagner dans un pays qui est aussi fragile qu'aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne va pas gagner un pays avec des réponses et des solutions, il va gagner dans un pays, s'il gagne plein de problèmes, qui vont avoir les mêmes difficultés à être résolus qu'aujourd'hui, et aujourd'hui, il n'arrive pas encore à résoudre les problèmes. Donc, je pense qu'il va être le moins idéologique possible et le plus pragmatique possible. Et je pense que c'est un peu par là, on verra alors comment prend forme tout le monde de l'hétérogénéité péroniste dans ce nouveau gouvernement hypothétique. Merci Marco. De rien.